le cycle menstruel. Dans cette vidéo, je parlerai du cycle menstruel, de ses effets hormonaux, de ses différentes phases, mais aussi je parlerai de l'effet de ce cycle menstruel sur tout le corps de la femme, et non pas juste sur les différentes couches de l'utérus ou bien juste sur l'endomètre. Donc, je commence par dire que ce cycle menstruel, communément appelé les règles, est régi par l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc, au total, c'est le cerveau qui a ces deux petites glandes qu'on appelle hypothalamus et hypophyse, qui vont donc régler toutes ces hormones féminines et donner ce qu'on appelle le cycle menstruel menstruellement chaque mois. Sa durée varie entre 28 jours plus ou moins 7. Donc, on commence par dire qu'on a cet axe hypothalamo-hypophysaire. Donc, on a l'hypothalamus qui va sécréter la GnRH, ce qu'on appelle les gonadotrophines hormones, c'est la GnRH, qui, elle, va stimuler l'antéhypophyse, c'est-à-dire la partie antérieure de l'hypophyse qui va donner la FSH et la LH. On va voir par la suite le schéma du cycle menstruel où on aura deux phases. On a la phase folliculaire, les 14 premiers jours, puis on a l'ovulation qui est le pic de LH, et puis on aura la phase lutéale. Donc, vous allez déduire que la FSH, elle est responsable de la folliculogenèse, hormone stimulating, follicular stimulating hormone, c'est-à-dire elle va stimuler la phase folliculaire, la première phase du cycle, puis il y aura l'ovulation par le pic de LH, on va mieux expliquer par la suite, et puis la LH, elle va être donc responsable de l'ovulation, mais aussi du maintien d'une éventuelle grossesse, ou bien elle va préparer l'endomètre pour des menstruations. C'est-à-dire c'est la deuxième phase, et s'il y a fécondation ou pas, cela va nous induire à deux situations. Soit c'est des menstruations s'il n'y a pas eu fécondation, ou bien c'est une éventuelle grossesse, le maintien du corps jaune, puis la placentation s'il y a une grossesse. C'est simple. Puis, donc, cet FSH et cette LH, elles vont stimuler les ovaires pour donner les hormones féminines qui sont les oestrogènes et les progestérones. Pour mieux aussi commencer notre cours, on va dire que la FSH, elle va plus être donc guidée par les oestrogènes, elle va plus donner les oestrogènes, et la LH, elle va plus donner la progestérone. Retenez-la comme ça, puis on va mieux expliquer. Donc là, vous avez le schéma. Vous avez le schéma de l'hypothalamus, une sécrétion pulsatile, retenez-moi ce mot pulsatile qui est très très important, de la GnRH, puis de FSH et de LH, puis des oestrogènes et des progestérones qui auront des effets sur l'endomètre, sur la glaire, sur les caractères sexuels secondaires, etc. Donc, vous devez savoir que les oestrogènes, ils agissent aussi sur les organes cibles et sur les caractères sexuels secondaires, sur le col du vagin, sur tout le corps en fait, et pas que. Ça agit aussi durant tout le cycle et pas que juste durant les menstruations. Les hormones féminines agissent sur le bien-être, sur les os, l'ossature, sur la dentition. Ça joue un rôle de protection contre les maladies cardiovasculaires. Donc il y a plein d'effets, de bons effets du cycle menstruel. C'est pourquoi après la ménopause, les femmes ont un problème d'ostéoporose, plus de maladies cardiovasculaires, plus d'HTA, plus de problèmes de dents, etc. Ça, on va voir tout ça par la suite. Donc, pour l'hypothalamus, on a dit la GnRH. La GnRH, retenez juste que sa sécrétion, elle est pulsatile, c'est-à-dire c'est une sécrétion qui n'est pas continue, qui est discontinue, qui est pulsatile. Ça va de soi pour les gonadotrophines FSH et LH, et ça va de soi pour tout ce cycle. Donc, tout cet axe hypothalamo-hypophysaire, c'est une sécrétion pulsatile. C'est-à-dire elle est sécrétée, puis elle n'est pas sécrétée, puis elle va être resécrétée. Donc, ce n'est pas d'une manière continue pour que cet axe fonctionne.
Pour ce qui est de l'hypophyse, ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'il y a déjà une similitude structurale. On a une sous-unité alpha et bêta. Cette sous-unité bêta qui forme la LH, la FSH et aussi la TSH, celle de la thyroïde. Donc il y a une similitude structurelle, vous allez voir même en endocrino, entre la FSH, la LH et la TSH. C'est-à-dire si notre femme, elle a par exemple une dysthyroïdie, un problème au niveau de la thyroïde, de la TSH, donc cela, il faut comprendre que cela peut entraver et peut être responsable d'une dysovulation, d'un problème au niveau de notre cycle menstruel. Pourquoi on fait ce cours? Déjà, c'est un cours très important pour la culture générale, mais aussi c'est un cours important pour savoir diagnostiquer les anomalies de ce cycle. Donc, il faut savoir que tous les cycles, tous les axes au niveau de l'hypothalamus et de l'hypophyse, ils sont liés entre eux. Donc, s'il y a un problème de thyroïde, ça peut engendrer un problème au niveau de l'ovulation et au niveau du cycle menstruel. Aussi au niveau de l'ovaire. Donc pour l'ovaire, c'est un organe cible par rapport aux hormones. Donc la FSH, comme j'ai dit, c'est la maturation folliculaire, c'est par les œstrogènes. Par contre, la LH, donc c'est l'élévation de beaucoup d'œstrogènes qui va donner le pic de LH. Ce pic de LH, il va entraîner l'ovulation. Et puis la LH, elle va donner le corps jaune. Le corps jaune, il synthétise un peu d'œstrogène, mais plus de progestérone. On va voir après un schéma qui récapitule le tout. Aussi, par exemple, quand je vous ai parlé de la dysthyroïdie, aussi par exemple, une hyperprolactinémie, elle peut inhiber l'axe gonadotrope. D'ailleurs, si vous voyez une femme qui allait, l'allaitement maternel, il n'y a pas de règle quand elle allait jusqu'à 6 mois et tout pour que les couches redeviennent et pour qu'il y ait des règles. Donc, c'est pour vous dire que l'hyperprolactinémie aussi, elle inhibe l'axe gonadotrope. Une dysthyroïdie peut donner une dysovulation. Donc, il faut rester toujours connecté dans votre cerveau. Maintenant, c'est un tableau très récapitulatif, très important qui récapitule l'hormone FSH et l'hormone LH, l'hormone folliculaire et l'hormone lutéinisante et quels sont leurs effets par rapport chez la femme. La FSH, c'est une hormone, on a dit, qui est impliquée dans le développement et la maturation du follicule ovarien jusqu'à avoir le follicule de De Graaf qui est mature. Donc, elle stimule plus la sécrétion, comme j'ai dit, d'œstrogènes durant la première phase. Par contre, la LH, déjà, elle est nécessaire pour l'obtention et indispensable pour l'obtention de l'ovulation, pour la formation du corps jaune, pour le maintien d'une éventuelle grossesse. Et donc, voilà, donc il faut savoir aussi qu'on parle, il semblerait qu'il y a une relation entre la LH, s'il n'y a pas d'LH, il n'y a pas de grossesse. Donc il y a cette relation car son rôle est très 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 important. Maintenant, on va parler juste un peu. Vous avez l'ovaire. L'ovaire, il a deux compartiments. Il a un compartiment interstitiel et un compartiment folliculaire périphérique. Au niveau de la périphérie, il y a les follicules qui vont se maturer et à l'intérieur, dans le centre, il y a le compartiment interstitiel. Donc, il faut savoir que ce qu'il faut retenir de toute cette plaque, c'est qu'on a la granulosa. La granulosa, là où il y a une conversion des androgènes en oestrogènes, donc c'est là, elle dépend purement et uniquement de la FSH durant la première phase. Et on a la TEC interne. La TEC interne, elle dépend de la FSH et de la LH, et non pas que de la FSH comme la granulosa. Donc granulosa, TEC interne. Granulosa, c'est le compartiment interstitiel, et TEC interne, granulosa, même au niveau du compartiment folliculaire, vous avez TEC interne, c'est FSH et LH. C'est pas très important, mais juste pour votre information. Maintenant, cette plaque, elle est hyper importante. Quels sont les effets des œstrogènes? Les œstrogènes, elle a des effets déjà dans le cadre de l'action sur la sphère génitale. Donc, elle permet de restaurer l'endomètre, de recréer la couche de l'utérus qui est l'endomètre, l'endomètre, c'est la couche la plus interne, c'est la muqueuse de l'endomètre.
la muqueuse de l'utérus. Elle permet aussi d'augmenter la contractibilité du muscle du myomètre. Donc, c'est sous l'action aussi des oestrogènes. Elle permet la filance de la glaire cervicale, c'est très important, la glaire cervicale au niveau du vagin. Elle va faciliter le passage des oestrogènes. Donc, cette glaire, c'est un signe d'ovulation aussi. On a l'effet aussi prolifératif sur la muqueuse vaginale, une action sur la croissance des canaux galactophores dans l'allaitement. Elle a aussi une action sur la croissance folliculaire, sachant qu'à forte dose, elle va avoir, donc si une forte dose d'œstrogène, ça va inhiber, donc on aura un rétrocontrôle quand on a beaucoup d'œstrogène. Et ces œstrogènes aussi, ils ont, comme j'ai dit, dans le cadre des actions métaboliques, les œstrogènes aussi favorisent la rétention hydrosodée. Donc, elles vont faire un effet de grossissement, donc elles font grossir. Là, pour être plus pratique, si je vous donne l'exemple de la pilule œstroprogestative, elle contient des œstrogènes. Donc, quand on consomme de la pilule, on grossit car elles ont cet effet-là. Elles stimulent aussi l'activité des ostéoblastes, donc on va dire l'os qui se construit. Donc c'est un traitement préventif d'ailleurs et curatif de l'ostéoporose. Quand on a l'ostéoporose, les protocoles en donnent des oestrogènes. Et aussi, elles déterminent une augmentation du bon cholestérol. Donc après ça, donc c'est un effet des HDL qui vont augmenter. C'est pourquoi il y a une protection contre les maladies cardiovasculaires. Mais aussi, les oestrogènes elles sont hypothermisants. Donc, elles diminuent la température inférieure à 37 degrés pendant la phase folliculaire. Donc, pendant la première phase, la femme elle est en hypothermie, juste un peu. Il y a une rétention hydrosodée, les HDL sont augmentés, les ostéoblastes sont augmentés. Par contre, quand on a le pic thermique, c'est-à-dire il y a une inhibition des oestrogènes, donc là c'est le pic LH, donc là c'est un signe d'ovulation. C'est le pic thermique, c'est un signe d'ovulation. Très bien. On a bien résumé tout ça, cette planche elle est importante. On continue. Donc maintenant, on va un peu parler du cycle en soi. Donc là, ce qu'il faudrait retenir pour le cycle. 28, je ne sais pas ce que j'ai dit auparavant, c'est plus ou moins 4 jours. Sous l'influence des hormones, axe hypothalamo-hypophysaire, on a parlé de ça. Donc, j'ai dit que le cycle, ce n'est pas que les règles. Tout le corps, il est influencé. À chaque phase du cycle, la femme, elle est cyclique. Elle est comme la lune. Elle est cyclique. Donc, il y a une préparation et toute l'humeur diffère. J'ai dit, voilà. Donc là, j'ai dit qu'une thyroïdie, une dysprolactinémie peut être responsable d'une dysovulation par effet de compétition. Tout ça, on l'a bien compris. Donc maintenant, en règle générale, pour ceux qui sont là pour la culture générale, on va un peu faire des rappels. Vous avez déjà la ménarchie, c'est l'apparition des premières règles vers l'âge de 12 ans. J'ai dit vers l'âge de 12 ans, ça ne veut pas dire que c'est que à l'âge de 12 ans, il y a un intervalle. On a les menstruations, donc c'est 28 jours, là ça diffère, mais jusqu'à plus ou moins 7. Je vais dire que c'est normal, ok. Il y a des femmes qui ont des cycles courts, il y a des femmes qui ont des cycles longs. Ce n'est pas une cause pour dire que c'est anormal. L'hémorragie, elle dure en moyenne 4 jours, mais ça peut aller jusqu'à 7 jours. Et voilà, donc ça c'est en principe. Maintenant, comme j'ai dit, les organes intervenant dans les cycles, on a l'hypothalamus, l'hypophyse antérieure, les ovaires, mais on a aussi des organes cibles, les trompes de Fallope, l'utérus, l'endomètre, le col, le vagin, les seins, et tout, il y aura des modifications. Très bien. Voilà, donc ça c'est pour un peu récapituler ce qu'on a dit bien auparavant. Maintenant, donc, on a les phénomènes cycliques au niveau de l'ovaire. Je vais vous parler un peu des phénomènes, en même temps, on va voir le schéma du cycle en soi. Donc, comme j'ai dit, déjà, il y a les phénomènes folliculaires au cours du cycle. Donc, on va montrer le schéma. Donc, la phase folliculaire ou bien la phase pré-ovulatoire avant l'ovulation, c'est celle-là qui va varier. Pourquoi? Parce que la phase lutéale, la phase après l'ovulation, elle est toujours fixe de 14 jours. Par contre, ce qui fait qu'un cycle, il y a une spanioménorrhée, c'est-à-dire des cycles espacés, des cycles très lents, ou bien des cycles, on va dire, courts, qu'est-ce qui fait ça? C'est
cette phase. C'est cette phase folliculaire. Donc, elle dure entre 13 à 14 jours, mais elle peut varier, comme j'ai dit. Et son but, c'est d'atteindre le follicule de Degraaff de 10 à 12 mm. Voilà, donc c'est ça. Vous voyez ici le follicule qui va se maturer, puis on aura l'ovulation, donc l'ovule qui va sortir. Et donc après ça, après que l'ovule sort du follicule de Degraaff, on va appeler ça un corps jaune. Ça, c'est la folliculogenèse. Vous voyez qu'il y a beaucoup de follicules qui, on va dire, se sacrifient à chaque cycle pour qu'il y ait juste un seul qui va maturer, qui va donner le follicule de Degraaff. Et après l'ovulation, on aura le corps jaune. Pour la phase ovulatoire, ce qu'il faut savoir, donc là, le pic LH, c'est lui qui est responsable de la phase ovulatoire. On va expulser l'ovocyte et donc qui va être capté par la trompe. Et donc on aura, ça c'est une ovulation in vitro, juste pour que vous voyez comment elle se fait. Ça aussi, voilà, c'est l'ovulation. L'ovocyte fécondable, il va sortir, il va aller jusqu'au niveau de la trompe et on aura le corps jaune durant la deuxième phase du cycle. Phase post-ovulatoire, donc c'est la phase lutéale. Donc c'est là, elle est stable. Il faut savoir qu'elle est stable. Voilà, donc il y aura le corps jaune qui sera établi. Il a une durée de vie qui est de 12 à 14 jours. Il a une durée de vie, donc en absence de fécondation, le corps jaune il va régresser, le cycle reprend normalement. S'il y a fécondation, par contre, la durée de vie du corps jaune, elle va persister et les cycles ovariens sont interrompus. C'est-à-dire, il faut savoir juste que c'est pas ça qui va jouer le rôle dans la spanéoménorrhée. Ça, c'est un récap de tout le cycle menstruel. Donc, si je récap, donc vous avez GnRH, FSH et LH. FSH, elle agit durant la phase folliculaire pour la maturation du follicule en donnant les oestrogènes. Puis les oestrogènes, elles vont augmenter. C'est le pic et cette augmentation des oestrogènes, il y aura le feedback sur elle-même qui va donner le pic LH, qui va donner l'ovulation au J14. Puis après l'ovulation, c'est-à-dire il y a l'ovocyte qui est sorti, donc on aura le corps jaune. Le corps jaune, c'est au niveau de la phase lutéale qui va se maintenir. S'il y a une éventuelle grossesse aussi, il se maintient dans tous les cas jusqu'à la fin du cycle pour voir s'il y a eu grossesse ou pas. Donc là, c'est la phase lutéinisante qui est sous l'action surtout de la LH, du corps jaune qui sécrète lui plus de progestérone. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est juste durant la phase de J0 jusqu'à J5, c'est les règles. C'est-à-dire on va détruire, mais aussi, durant la destruction, on prépare en même temps un autre cycle. Il faut savoir que pendant les règles, l'ovaire, il est au repos. C'est-à-dire l'endomètre, il est le moins épais. D'ailleurs, c'est là qu'on fait les examens. Donc, maintenant, quels sont les phénomènes hormonaux au cours du cycle? Donc, qu'est-ce qu'il y a? L'ovulation, c'est le pic. Voilà, on a la phase pré-ovulatoire. Donc, dans ce cas, on a dit la maturation, toujours on se répète, maturation folliculaire. Ovulation, c'est le pic LH. Post-ovulatoire, donc il y a une grossesse, placentation, corps jaune se maintient et tout. Sinon, il n'y a pas de grossesse, tout va chuter. Ok, voilà, tout va chuter tout simplement. Donc ici, on a un petit schéma par rapport aux hormones. Donc comme j'ai dit, il y a la FSH qui augmente, avec elle les oestrogènes vont augmenter. Il y a un petit pic de FSH et un grand pic aussi des oestrogènes automatiquement. Puis ça va baisser et donc on aura la LH qui va donner le pic. Et avec ça, la progestérone va augmenter avec... Elle va augmenter aussi par rapport avec plus ou moins le pic de LH, mais avec le corps jaune, on aura la progestérone qui va plus se maintenir. Et puis, vous voyez que durant les menstruations, c'est une chute d'hormones qui se fait durant les menstruations. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a le syndrome prémenstruel, car il y a la chute d'hormones. Voilà, là, c'est par rapport toujours au follicule de Degraaff. Maintenant, pour l'action sur les organes cibles, par rapport à l'endomètre, donc pendant la phase folliculaire, la phase proliférante,
On a de J1 à J5, c'est les règles. Donc là, on a juste une partie superficielle de l'endomètre. Puis de J5 à J14, il va se reconstituer l'endomètre progressivement après les règles. Il va donc s'épaissir. Il va donner un aspect, donc c'est la prolifération. Puis, pendant la phase lutéale, on aura de J14 à J28, on aura donc, il va se gorger de vaisseaux sanguins, il y aura une hypercellularité. Donc là, il y a possibilité de nidation. Il s'est régénéré, il s'est imprégné de vaisseaux. C'est la phase sécrétoire où on aura des vaisseaux sanguins spiralés, bien faits, donc bien reconstruits. Donc il y a possibilité de nidation que juste durant cette phase. Très bien, donc vous voyez ici le schéma. Donc là, c'est totalement détruit. C'est dénudé en premier, puis ça va se reconstituer. Il y aura des vaisseaux, vous voyez, qui vont s'agrandir, qui vont devenir spiralés. Donc voilà, on aura les vaisseaux qui vont nourrir Sia Futus, donc il va être bien irrigué. Voilà. Et puis on a la phase de desquamation, ça c'est toujours les règles, donc entre 2 et 8 jours, en moins 5 jours. C'est la chute, comme j'ai dit, des taux d'hormones. Donc c'est la dégénérescence du corps jaune qui provoque un affaissement de la zone fonctionnelle de l'endomètre avec une ischémie, donc ça donne les menstruations. Donc là, la zone qui reste de l'endomètre, elle est de 0,5 mm, c'est-à-dire elle est la moins épaisse durant ces menstruations. Là, c'est toujours un récapitulatif pour dire qu'après cette phase-là, on a la phase de régénération, puis de prolifération, puis de transformation glandulaire. Donc, durant la phase folliculaire, impossible qu'il y ait implantation, nidation, il y a juste hypercellularité et ça va se gorger un peu de sang, mais c'est pas des vaisseaux spiralés. Mais durant la deuxième phase, on aura des vaisseaux spiralés, bien implantés, bien développés. Donc, il y a possibilité de nidation dans cette phase sécrétoire qui est la deuxième phase. C'est dit. Donc là, c'est aussi un autre récap. Donc, pendant les règles, vous voyez qu'il y a une desquamation. On peut voir un polype, une tumeur, tous les examens. Donc, se font durant les règles. Il faut aussi... durant la deuxième phase, comme j'ai dit, il y a possibilité de nidation, donc il faut qu'il y ait des contractions myométriales pour que le fécond va faire une nidation au niveau de l'utérus. Donc de la trompe vers l'utérus, il faut qu'il y ait des contractions myométriales, il faut qu'il y ait des vaisseaux bien faits, des glandes bien faites et tout. C'est durant la deuxième phase par les progestérones, bien évidemment. Donc voilà, si je récap un peu tout le cycle, j'ai la phase folliculaire, hypothermie, œstrogène, puis pic LH, ovulation, puis corps jaune, progestérone durant la phase lutéale avec une hyperthermie, un pic durant l'ovulation. Et puis voilà, vous voyez, donc c'est tout simple. Ça, c'est l'effet sur l'endomètre. L'effet sur le col, il a un rôle, c'est le fait de capter les SPZ, de capter les spermatozoïdes. Donc, son étude de cette glaire cervicale va se faire par des bandelettes. Il y a des bandelettes. Donc, on va voir cette glaire. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que durant la première phase, on a une glaire filante, abondante, limpide. Donc, il y a l'ascension des spermatozoïdes et tout par les oestrogènes, c'est bon, c'est bien. Mais donc durant l'ovulation, on a un col propulse, il est propice à la fécondation. Donc là, elle est filante et tout. Mais après, durant la deuxième phase, il y a une diminution. Donc, elle n'existe plus, cette glaire, parce que les progestérones, elle va la coaguler. Il ne va pas y avoir vraiment cette filance. Pourquoi? Car c'est durant la première phase et durant l'ovulation qu'il y aurait captation de ces SPZ. Après, par le corps jaune, il y aura juste le maintien. Donc, s'il y a une éventuelle grossesse, la glaire, elle va plus être filante et abondante et limpide. Donc, quand il y a cette glaire, c'est ainsi qu'il y aura une bonne captation des SPZ. Donc, on a une... voilà, donc là, qu'est-ce que j'ai à dire aussi?
Voilà, ça c'est par rapport toujours à la glaire. Donc j'ai dit préovulatoire, elle est filante. Phase de l'ovulation, euh, il y a toutes les bonnes conditions, limpide, riche en eau, et sa fluence elle est maximale dans ce cas, pour qu'il y ait la survie des spermatozoïdes, leur franchissement du col en post-ovulatoire. Donc là, c'est plutôt coagulé, c'est plutôt... elle n'existe pas, elle diminue. Pour l'effet du cycle menstruel sur le vagin, il faut savoir que le vagin il n'est pas stérile. Il y a une flore saprophyte qu'on appelle, il y a les bacilles d'Oderlein. Acide lactique, donc le vagin il est acide, il n'est pas, il n'est pas stérile. Il y a une flore vaginale de Borderline. Donc, s'il y a par exemple une infection génitale basse et tout, faut restaurer cette flore. Sinon, il y aura des infections. Donc, faut pas être trop propre, faut pas trop utiliser des agents chimiques. Sinon, on va tuer la flore et il y aura beaucoup d'infections vaginales basses. Donc, voilà, faut favoriser cette flore vaginale parce que cette acidité du vagin et les spermatozoïdes qui sont alcalins par le sperme, ça doit être comme ça pour qu'il y ait une grossesse. Très bien. Donc ça, c'est par rapport toujours à l'hypothalamus GnRH qui va sécréter LH, FSH, puis les ovaires qui vont donc donner les oestrogènes, la progestérone, on a dit tout ça, et un rétrocontrôle négatif s'il y a beaucoup d'oestrogènes, on a parlé de ça. Maintenant, je vais terminer par dire comment on explore un peu le cycle menstruel. Déjà, on a l'observation de la glaire cervicale et il y a aussi des bandelettes qu'on utilise. Si elle est abondante, c'est un pic. Si elle est diminuée, on est durant la phase lutéale. Donc, juste à l'examen d'une femme, je peux dire si elle est durant sa phase folliculaire ou lutéale ou si elle fait un pic, s'il y a par exemple un pic hyperthermique. Pour ce qui est de la paraclinique, les investigations hormonales qu'on peut faire, il y a des tests statiques, comme par exemple le dosage de la FSH, de la LH, des hormones stéroïdiennes ou bien de l'hormone mullérienne, l'AMH, l'hormone antimullérienne. Si elle est basse, c'est-à-dire qu'on a un pool folliculaire réduit, c'est-à-dire il y a moins de chances que cette femme tombe enceinte. Et puis on a, mais c'est toujours possible, on a les tests aussi dynamiques, c'est le test au progestatif. Quand je donne des progestatifs à une femme, euh, normalement, elle aura ses règles. Ok, normalement, elle aura ses règles. Et puis, on a le test au clomide, qui sont les anti-œstrogènes. Les anti-œstrogènes, donc, je vais donner ça pour avoir un feedback négatif, pour voir si elle ovule ou pas. Parce que quand il y a un feedback négatif, normalement, on aura le pic LH, normalement, on aura l'ovulation. On a le test GnRH, ça, c'est pour dire est-ce que l'origine de ce problème est centrale ou bien périphérique. Parce que si je donne ce qui est au centre. Donc, si c'est lui le problème, je vais le régler. Si je le donne et rien ne se règle, c'est-à-dire le problème, il est périphérique. Puis, on a l'imagerie. Ici, voilà, on a l'échographie pour apprécier la croissance, le développement de l'endomètre. Et on a l'hystérosalpingographie qui n'est pas vraiment faite, qui est pour l'étude des cavités utérines et de l'endomètre. Donc, on a aussi l'endoscopie gynécologique. L'endoscopie, on a l'hystéroscopie et la célioscopie pour évaluer toujours l'endomètre, les pathologies annexiales et tout. On a les investigations cytohistologiques. Là, c'est le frottis vaginal, les biopsies et tout. Là, c'est pour plus voir est-ce qu'on a des synéchies. Synéchies, c'est-à-dire c'est les deux parois de l'endomètre qui sont accolées. Donc là, dans ce cas, par exemple, si j'ai des synéchies, même si je donne de la progestérone, ça ne donne rien. Parce que l'anatomie, elle n'est pas intègre. Donc il y a des synéchies, c'est accolé. Donc même si je donne des progestérones, les règles ne vont pas venir. Ok, maintenant les anomalies, juste je vais survoler parce que je vais faire après une vidéo sur les aménorrhées, sur la ménopause, etc. Donc on a des aménorrhées primaires, c'est-à-dire elle n'a jamais eu ses règles, ou bien secondaires, c'est-à-dire il y a des règles, elle a été antérieurement réglée, mais il y a une disparition de au moins plus de 3 mois, d'au moins 3 mois. Puis on a les spanioménorrhées, c'est des cycles lents, espacés de plus de 35 jours. On a des polyménorrhées, c'est des cycles courts inférieurs à 21 jours, et irréguliers, c'est-à-dire l'alternance de cycles courts et longs. Des troubles de menstruation, on a l'hypoménorrhée, c'est-à-dire peu abondante, hyperménorrhée très abondante, ménorrhagie
ce sont des règles trop abondantes et ou trop longues, donc ou les deux. Et on a les dysménorrhées, c'est des douleurs pelviennes qui surviennent au moment des règles. Et on a les métrorragies. Les métrorragies, c'est en dehors des règles. Donc ménorragie, c'est durant les règles, ce sont des règles qui sont abondantes, qui sont longues. Et on a métrorragie, c'est en dehors des règles. Donc ménorragie, c'est durant les règles. Métrorragie, c'est en dehors des règles. Il faut retenir ces deux-là. Donc pour conclure mon cours, je vais dire que dans les conditions physiologiques, le cycle menstruel évolue en deux phases folliculaires sous l'influence de la FSH des oestrogènes, puis l'UTH sous l'influence de la LH et de la progestérone, avec une ovulation qui n'est que le pic de LH et le pic hyperthermique qui est entre les deux. L'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien constitue le cœur de la régulation de ce cycle et son intégrité anatomique et physiologique est nécessaire pour que ce cycle menstruel soit normal. Les modifications hormonales sous-jacentes sont responsables des modifications cycliques au niveau des organes cibles, à savoir l'endomètre, le col, le vagin, le sein. J'ai dit que l'endomètre, durant les règles, il va être le plus moins épais, il va être vraiment moins épais de 0,5 mm, puis il y aura la reconstitution et durant la phase lutéale, il sera gorgé de vaisseaux spiralés et il sera prêt à la nidation. Et on a le col, c'est par rapport à la glaire cervicale qui doit être filante durant la première phase et filance maximale durant l'ovulation pour qu'il y ait montée des spermatozoïdes. Le vagin qui doit être acide et les spermatozoïdes qui doivent être alcalins. Et au niveau du sein aussi, on a des gonflements de sein juste avant les règles et tout. Donc il y a aussi des modifications. Et je vous remercie.